Notre histoire commence au milieu du chaos. Le chasseur Kim Jun-woo est entouré de journalistes, et il lui demande ce que ça fait de devenir le premier chasseur de rang SS au monde. Il a accompli cet exploit en 1 an, et maintenant ce donjon est d'une difficulté extrême, ce qui le met sous les feux de la rampe pour les autres chasseurs. Pour Kim, c'était la première fois qu'il était envoyé en opération depuis longtemps. Même s'il n'en a rien dit, les journalistes l'ont assailli à l'entrée du donjon, et c'était une occasion qu'il ne pouvait pas se permettre de manquer. Alors le protagoniste s'excuse auprès des journalistes, mais dit qu'il ne peut pas parler pour le moment, car pour l'instant, il veut juste se concentrer sur le nettoyage du donjon. D'après leur réaction, il semble qu'ils s'attendaient à ce genre de réponse. Comme ce serait bien pour eux de diffuser au moins la voix de Kim Jun-woo à la télévision, le protagoniste se dit qu'il pourrait aussi bien leur faire un cadeau aujourd'hui. Puis, juste avant d'entrer dans le donjon, il dit qu'il y a une chose dont il est certain. Son équipe donne toujours la priorité à la sécurité des civils, et cela ne changera pas quoi qu'il arrive. Les journalistes commentent que, comme on pouvait s'y attendre du chasseur numéro 1, Kim Jun-woo est différent. Aussi controversé soit-il, il reste le meilleur chasseur. Kim dit que cela devrait aider à laisser une bonne impression au public jusqu'à ce que quelqu'un demande soudain ce qu'il a à dire sur l'incident d'agression impliquant le concierge. Le protagoniste se retourne et voit qui a posé la question. Cet individu évoque l'incident où Kim aurait agressé un ouvrier qui nettoyait le donjon, disant qu'il a entendu dire que Kim avait jeté l'homme contre le mur. Kim demande immédiatement ce qu'il entend par là. L'homme accuse Kim de faire l'idiot, mais insiste sur le fait qu'il a des informations solides, affirmant qu'il est un ami proche de la personne qui a été agressée. Sarcastiquement, il dit que le chasseur numéro 1 mondial est vraiment quelque chose, qu'il peut battre quelqu'un de l'âge de son père et qu'il n'y a pas un seul article écrit à ce sujet. Les autres journalistes sont choqués d'entendre cela et réalisent que c'est une histoire sensationnelle. Kim Jun-woo est également visiblement surpris. Pourtant, il poursuit sa mission et laisse le reste derrière lui à parler entre eux à l'extérieur. Mais la colère du protagoniste est claire sur son visage, ce qui rend sa propre équipe plus tendue. En République de Corée, l'association de gestion de la dimension surnaturelle, appelons-la simplement l'association, est une institution construite pour protéger le pays et ses civils des donjons et des monstres qui y apparaissent. L'association a rassemblé des individus talentueux dotés de capacités surnaturelles et a formé 4 équipes. Parmi eux, l'équipe des opérations s'occupe directement des monstres. En d'autres termes, ce sont les chasseurs. Parmi celles-ci, l'équipe des opérations numéro 1 est considérée comme une lumière. Leur taux de réussite dans les donjons est de 100%. Chaque membre de l'équipe détient un rang élevé dans le pays, et le chef d'équipe est Kim Jun-woo. Cependant, la nouvelle rumeur à son sujet commence à circuler sur tous les portails d'actualité, et le protagoniste en devient extrêmement irrité. Son assistante demande quel est le problème. Kim demande si elle ne sait vraiment pas et dit qu'il lui a dit de ne pas laisser fuiter cet incident. Elle répond qu'elle n'a rien divulgué, alors Kim demande d'où vient cette histoire car Internet est un bazar. Le protagoniste demande de quel média était ce journaliste, et l'assistante lui dit que ce n'était pas du tout un journaliste, juste un citoyen ordinaire. Kim demande alors comment quelqu'un qui n'est même pas journaliste peut provoquer un tel remue-ménage. L'assistante explique que l'homme est le fils du chef de l'équipe de nettoyage du donjon, Park Gun-ta, celui impliqué dans l'incident. Cela rend le protagoniste encore plus furieux car il dit que le plus gros problème est que ce n'est pas le seul incident dans lequel il a été impliqué. Son assistante dit qu'en ce moment, plusieurs témoins d'autres accidents se manifestent, et les choses ne vont faire qu'empirer. Elle recommande donc à Kim de se faire discret pendant un certain temps. Le protagoniste l'appelle Lee Ha-yoon et dit qu'elle sait très bien qu'il n'aime pas que les gens se mettent en travers de son chemin. Il exige qu'elle fasse quelque chose à ce sujet, car si cela empire, sa réputation sera ruinée. Mademoiselle Lee dit qu'elle fera de son mieux. Kim dit que ce n'est pas comme s'il parlait à une machine ou quoi que ce soit et demande ce que l'association avait à dire. Lee explique que le chef de l'association ne s'est toujours pas exprimé car il s'inquiète d'autres affaires, mais Kim dit que le chef n'a rien dit simplement parce qu'il n'a rien à dire. Et même après toutes les réalisations de Kim pour l'association, le chef veut probablement toujours qu'il parte. Et si c'est le cas, il ne restera pas les bras croisés à encaisser. Son assistante ne réagit pas, alors le protagoniste dit qu'elle se comporte comme un robot et dit toujours les mêmes choses. En réponse, Lee dit qu'il n'y aura pas de problème. Même si l'opinion publique est un bazar, son rang ne changera pas. Le protagoniste dit que c'est évident. Un flashback montre qu'après avoir nettoyé le donjon et lu ses articles, sa colère a débordé. Les membres de son équipe ont paniqué et l'ont empêché de s'en prendre à l'homme qui l'avait confronté. À contre-cœur, Kim est monté dans la voiture en direction de l'association. Même s'il s'est un peu calmé par rapport à avant, sa fureur n'avait pas disparu. C'est un chasseur qui a reçu une offre irrésistible de l'Association internationale des chasseurs. Mais des années de réalisation ont été soudainement rendues inutiles, ce qui n'a fait qu'attiser encore plus sa colère. De retour dans la voiture, Mademoiselle Lee demande pourquoi Kim a agressé cet homme. Il dit que le type l'a attrapé en premier par le col. Lee demande alors pourquoi l'homme ferait cela. Elle sait que Kim n'aime pas trop l'équipe de nettoyage, mais c'est la première fois qu'il a un conflit direct avec elle. Le protagoniste dit qu'il ne se souvient pas très bien de ce qui s'est passé, mais il ajoute qu'une fois qu'ils seront à l'association, il essaiera de régler ça.
Il demande à Mademoiselle Lee de lui amener le fils de l'homme impliqué car il veut résoudre cette affaire une fois pour toutes. Kim déplore que cela ait dû arriver et affirme que tout le monde essaie toujours de baiser ceux qui réussissent. Puis, de nulle part, il est surpris car un camion apparaît juste devant leur voiture. Et à cause d'un manque d'attention du conducteur, ils ont failli se rentrer dedans. Mais avant que cela ne puisse arriver, le protagoniste utilise l'une de ses capacités qui lui permet de dépasser le temps. De cette façon, il réussit à éviter l'accident, et il pense que s'il avait eu une seconde de retard, l'asphalte serait peint de sang car le camion n'a même pas essayé de s'arrêter. Il se demande même si le chauffeur du camion était ivre. Lee, encore sous le choc, ne sait même pas quoi dire. Le protagoniste, déjà enragé par tout ce qui s'est passé, décide de sortir de la voiture et de confronter le camion. Mais dès qu'il sort, plusieurs barres de fer jaillissent vers lui et le piègent dans un collet. Kim réalise que c'est un dispositif destiné à maîtriser les personnes dotées de pouvoirs surnaturels, et il est incapable de bouger. Soudain, le camion qui s'était arrêté accélère vers lui, essayant de l'écraser. Le protagoniste, maintenant maîtrisé, ne peut pas utiliser ses capacités pour s'échapper. En conséquence, il est heurté de plein fouet et est grièvement blessé. Cependant, un autre camion apparaît de la direction opposée dans le but de l'écraser complètement, et il réussit car les deux camions percutent le protagoniste en même temps. Comme si cela ne suffisait pas, une explosion massive s'ensuit, détruisant complètement les deux véhicules. Au milieu des flammes, on peut voir une silhouette. Le protagoniste toujours vivant marmonne que cette journée ne cesse d'empirer, et demande qui ose le défier. Bientôt, plusieurs soldats lourdement armés apparaissent et ouvrent le feu sur lui. Kim réalise que c'était un piège inattendu soigneusement planifié. Un chasseur moyen serait mort sans même pouvoir riposter. Mais en tant que quelqu'un qui a affronté des monstres des milliers de fois, dans des donjons qui placent constamment un chasseur entre la vie et la mort, le protagoniste a développé une résistance face à d'innombrables dangers. Par conséquent, sa capacité de survie est bien supérieure à celle des autres, et il dit que ce n'est pas quelque chose comme ça qui le tuera. C'est ce qu'il croyait vraiment. Mais ensuite, une arme avec une lueur bleue appelée Titan, une arme utilisée dans les donjons pour maîtriser les monstres extrêmement dangereux, a été pointée directement sur sa tête, et le tireur n'a même pas hésité à appuyer sur la gâchette. Le système du protagoniste rapporte tous les dommages subis et calcule la probabilité de résurrection, mais il finit par confirmer sa mort. Après cela, le corps de Kim est jeté du pont. Et alors qu'il tombe dans l'eau, son système alerte qu'en raison de sa mort, la condition pour obtenir la capacité secrète a été remplie. Cette capacité s'appelait Karma. Et en raison de cette capacité secrète, le protagoniste a été renvoyé 10 ans en arrière, et le système a alerté que selon son karma, sa vie et son travail seraient réinitialisés. Peu de temps après, un nouveau travail lui a été attribué, exactement celui qu'il détestait le plus. Nettoyer les donjons après les batailles. De chasseur numéro 1, Kim Jun-woo a été réduit à un simple concierge de donjon. Et maintenant qu'il en fait l'expérience de première main, il réalise à quel point il est épuisant de travailler dans l'équipe de nettoyage. Tout ce qui s'est passé sur le pont était complètement inattendu pour Kim, car avoir une arme pointée sur sa tête comme ça n'est pas quelque chose auquel il est habitué, jusqu'à ce qu'il se réveille soudainement en panique et dise que c'était un sacré rêve étrange. Kim se demande combien de temps il a dormi car tout son corps est raide. Mais quand il regarde autour de lui, il se demande où il est. Il voit que cette pièce est un dépotoir de 26 mètres carrés, pire qu'un pixie, et réalise que ce n'est pas sa maison car même sa salle de bain est plus grande que tout cet espace. Il se demande alors si cela pourrait être la maison du directeur Lee, mais juge rapidement cela peu probable car elle ne le laisserait pas entrer chez elle même si le monde touchait à sa fin. Alors, Kim se demande encore, où est-il? C'est alors qu'il vérifie son système et voit que sa mort a été confirmée, et qu'il a obtenu la capacité appelée Karma. Cela le laisse encore plus confus. Ensuite, Kim se regarde dans le miroir et réalise qu'il a 10 ans de moins, et que c'est son visage de 28 ans. Il ouvre à nouveau son système et voit qu'il est vraiment revenu dans le temps. Grâce à l'explication du système, le protagoniste réalise que ce n'était pas un rêve. Il est vraiment mort et a fini par remonter 10 ans dans le passé. Ken voit aussi qu'un nouveau travail lui a été assigné, ce qu'il n'aime pas car après être devenu un chasseur à 18 ans, il a été promu à un rang à 28 ans, et à l'époque était classé 22e en Corée. Si ce n'était qu'une régression temporelle, il serait sûrement toujours un chasseur visant à atteindre le sommet sous la lumière. Cependant, il est stupéfait par sa nouvelle affectation. Comme il le découvre, il devra travailler comme nettoyeur de donjons, et la condition pour annuler cela est de devenir secrétaire général. S'il réussit à l'annuler, il reviendra à la situation d'avant sa mort. Mais s'il échoue, il restera un concierge pour toujours et pourrira dans cette nouvelle vie. Kim pense à l'Association internationale du surnaturel, une organisation qui supervise et gère toutes les associations du monde entier. Le secrétaire général détient beaucoup plus de pouvoir que même le président des États-Unis. Même lui, qui était le premier rang SSS au monde, n'a jamais été nommé à un tel poste, mais maintenant son système veut qu'il l'atteigne en 5 ans. Kim pense qu'il est impossible à réaliser et envisage simplement d'ignorer tout cela car il ne se soucie pas de toute cette affaire de karma. Mais il réalise alors que c'est le seul moyen de revenir à son ancienne vie, il serait donc dans son intérêt de revivre comme un chasseur comme avant.
S'il avait ses capacités, il ne transpirerait même pas pour y retourner. Mais quand il vérifie son système, il voit que toutes ses compétences précédentes ne sont plus disponibles. Avec cela, Kim réalise que la situation est plus grave qu'il ne le pensait. Alors son système l'informe qu'il a obtenu une nouvelle capacité, ce qui excite un peu le protagoniste. Mais le système avertit que la capacité est une compétence d'apprentissage passive qui donne à l'utilisateur une obsession pour la propreté. En lisant cela, Kim devient furieux et commence à crier seul à l'intérieur de la maison. Après y avoir réfléchi, il conclut qu'après sa mort, il s'est réveillé 10 ans dans le passé et est passé du statut de chasseur de rang SS à celui de nettoyeur de donjons en un clin d'œil. En plus de cela, toutes ses capacités ont été bloquées, et toutes les réalisations de sa vie antérieure ont disparu. Maintenant, Kim se demande ce qu'il doit faire, et s'il va réellement travailler dans le nettoyage. Cependant, il s'accroche à cette fierté et aux souvenirs de sa vie passée car c'est tout ce qui lui reste. Plus que cela, il doit d'abord découvrir qui étaient les hommes qui l'ont tué car il est sûr que ce n'était pas une équipe normale. Kim se demande si c'était une guilde privée ou quelqu'un de l'association. Si ce n'était ni l'un ni l'autre, il n'a aucune idée de qui cela pourrait être jusqu'à ce que soudain son téléphone sonne, un numéro inconnu appelle, et le protagoniste décide de répondre. À l'autre bout du fil, la personne dit qu'elle est Park, le chef d'équipe. Park demande si Kim est trop occupé pour venir travailler aujourd'hui. À son tour, le protagoniste pense que le nom lui semble familier, mais il n'arrive pas à se souvenir. Le chef continue en disant qu'il y a 1 heure que le rapport a été envoyé et que Kim ne s'est toujours pas présenté, mais suppose qu'il doit être souffrant ou quelque chose du genre car le dernier donjon était difficile. Le protagoniste réalise rapidement que Park fait référence au travail que le système lui a assigné. Park admet que le dernier donjon était difficile, mais promet que celui-ci sera plus facile. Un des membres du personnel dit qu'il y a toujours des gens qui démissionnent après le premier jour, et il pense que le chef ne devrait pas supplier quelqu'un comme ça de revenir. À l'autre bout du fil, le protagoniste finit par entendre la conversation et pense que quelle que soit sa situation actuelle, il ne laissera personne le rabaisser, pas même de simples nettoyeurs de donjons. Park dit aux autres de ne pas mal parler de Kim car il pourrait y avoir une raison sérieuse pour laquelle il ne s'est pas présenté au travail. Puis il dit que Kim peut se reposer aujourd'hui, mais si quelque chose d'inattendu se produit la prochaine fois, il devrait appeler à l'avance pour les prévenir. Il lui dit aussi d'enregistrer le contact sous le nom de Park Junta. En entendant ce nom, le protagoniste est choqué. Park dit que son nom est difficile à retenir de toute façon, mais le protagoniste est stupéfait car il travaille pour l'homme même qu'il a agressé dans sa vie passée. Quoi qu'il en soit, Park lui dit de se reposer et dit qu'il le reverra la prochaine fois. Mais le protagoniste l'interrompt et dit qu'il se rend au travail tout de suite. Kim est surpris de ne pas avoir de vêtements décents à la maison, et il est encore plus surpris quand il sort et ne voit pas de voiture de luxe l'attendre. Il a même essayé d'appeler un taxi, mais comme il n'avait pas d'argent, il a dû prendre un bus, ce qu'il n'avait jamais imaginé faire, ce qui ne fait qu'attiser sa colère. Le protagoniste réalise qu'il vit une vie complètement différente d'avant, et cela signifie que sa relation avec le monde a changé aussi. Il y a aussi le fait qu'il a été violent avec Park Junta, mais cela ne s'est pas encore produit dans cette vie. Kim n'a encore rien à voir avec lui. Mais si Park Junta était celui qui l'a tué auparavant, cela change tout. Parce qu'il y a définitivement quelque chose d'étrange dans tout cela. Quelqu'un a délibérément causé un accident et a attiré son attention. Le fait qu'ils avaient un dispositif anti-surnaturel prêt à bloquer ses pouvoirs et qu'ils avaient aussi l'arme Titan, ces détails sont trop suspects. C'est une arme de premier ordre. La technologie derrière cela est substantielle, sans parler de son prix. Ce n'est pas quelque chose qu'un nettoyeur de donjon pourrait facilement acquérir, mais il pourrait avoir engagé un professionnel pour l'aider. Après tout, son fils semblait aussi avoir une rancune contre Kim. Le protagoniste croit que ce qu'il a fait n'était pas suffisant pour justifier les représailles qu'il a subies, et il blâme Park Junta lui-même, affirmant qu'il aurait dû s'écarter de son chemin pendant que Kim était encore calme. Un flashback montre ce qui s'est passé ce jour-là. Park Junta s'est présenté comme le chef de l'équipe de nettoyage des donjons. Kim a demandé ce qu'il voulait. Park a dit qu'il avait entendu dire que Kim avait suggéré de réduire le nombre de concierges au niveau supérieur et a expliqué qu'ils étaient déjà aux prises avec des pénuries de personnel. Donc, réduire le nombre de travailleurs rendrait le travail encore plus difficile, mais Kim a demandé pourquoi il était dérangé avec ça. Il a affirmé que ce n'était qu'une suggestion et qu'il n'avait pas le pouvoir de prendre de telles décisions. C'était la responsabilité de l'équipe de réglementation, donc Park devrait s'en occuper avec eux. Mais Park a fait valoir que tout le monde savait à quel point Kim était influé et que ses paroles avaient plus de poids. C'est pourquoi il l'a supplié de la retirer et de reconsidérer la suggestion. À l'époque, le protagoniste supposait que sa suggestion pourrait finir par atteindre les nettoyeurs. Il ne s'attendait juste pas à ce qu'ils viennent après lui personnellement pour se plaindre. Surtout, juste en regardant dans les yeux de Park, il était évident que continuer la conversation ne ferait qu'irriter davantage les deux. Alors Kim a dit que les lézards coupent leur queue comme un mécanisme de défense affirmant que c'est très efficace, et a demandé à Park pourquoi il pensait que cela se produisait. Kim a dit que c'est ainsi que les lézards survivent. Peu importe si c'est efficace ou douloureux, ils le font pour sauver leur vie. C'est leur dernier recours. Park a essayé de faire valoir que les concierges ne sont pas le problème. Cependant,
Kim a dit que c'est juste ce qu'il pense, parce que chaque humain croit qu'il est nécessaire dans le monde, mais ce n'est pas vrai. Il a dit que l'association était confrontée à des problèmes financiers, ils allaient donc ajuster les salaires des chasseurs décédés. Alors Park a demandé si c'est pourquoi tout le monde avait également vu son salaire réduit. Kim a fait valoir que la priorité absolue de l'association est de protéger les citoyens des monstres, et ce travail est effectué par les chasseurs. Donc, s'ils ne sont pas payés, personne ne fera le travail. Ils ont donc dû utiliser leur dernier recours, mais Park a dit que c'était absurde. Il y a une limite à la quantité de choses que quelqu'un comme Kim peut simplement faire ce qu'il veut. Il a également dit que les chasseurs ne font pas réellement grand-chose et décident qu'ils n'ont aucune idée de ce que fait l'équipe de nettoyage ou de l'importance de leur travail. Kim a alors demandé ce que fait de plus un concierge à part nettoyer. De plus, il a affirmé qu'il ne lui appartenait pas de décider combien de personnes seraient licenciées. De plus, il a dit qu'il aurait dû faire cette suggestion il y a des années, mais il l'a laissé tomber à cause de son camarade. Bien que cela n'ait plus d'importance maintenant. Cependant, avant de partir, Park a demandé si la priorité de l'association était vraiment de protéger les gens, affirmant que les concierges sont aussi des citoyens et méritent aussi d'être aidés. Cela a profondément irrité Kim. Il s'est retourné et a dit qu'il pensait avoir déjà dit assez, mais apparemment, les concierges ne l'ont toujours pas compris. Il a également dit qu'ils devraient être reconnaissants de ne pas se battre et de risquer leur vie car ils sont payés pour nettoyer en toute sécurité depuis la ligne de touche. C'est pourquoi Kim a affirmé que grâce au travail des chasseurs, les autres peuvent se remplir le ventre et agir comme des parasites sur la société. Cette fois, c'est Park qui s'est mis en colère, et c'est pourquoi il a attrapé Kim par le col. Mais avec juste une poussée, Kim l'a repoussé. Seulement, il a fini par utiliser trop de force, ce qui a fait que Park s'est cogné la tête contre le mur. Il a donc décidé d'appeler Lee et de lui demander de s'en occuper et d'enterrer l'affaire. De retour au présent, Kim vient d'arriver sur le chantier, et il réalise qu'il se tient devant un donjon de niveau jaune. Il sait que le boss de ce donjon est un mille-pattes foxtrot car il l'a combattu quand il avait 28 ans. C'est encore une confirmation qu'il est vraiment retourné dans le passé. Puis il se retrouve enfin face à face avec Park Jonta. Kim le regarde avec un regard sombre, blâmant Park pour tout ce qui s'est passé. Pendant ce temps, le chef de l'équipe de nettoyage n'a aucune idée de ce qui se passe, car pour lui, c'est juste une journée de travail normale. Du point de vue de Park Gunta, il accueille simplement un nouvel employé. Mais du point de vue du protagoniste, il se tient devant l'homme responsable de sa régression, et Kim le voit comme un ennemi. Il remarque que Park est un homme typique d'âge moyen dans la cinquantaine portant un uniforme bon marché comme il se souvenait du passé. Il observe rapidement que Park ne ressemble pas au genre d'homme qui tuerait quelqu'un. Après cela, le protagoniste rencontre le reste de l'équipe. Mais un concierge nommé Han Sang-Kyeok dit que Kim n'est revenu que parce qu'il s'est fait prendre en essayant de sécher le travail. Un autre concierge, Am Xui-Zhang, dit que la dernière fois, Kim a dit qu'il ne pouvait rien faire, et il ne l'a vraiment pas fait. Une fille nommée Moon So-yeon dit que 4 personnes suffisent et demande pourquoi le chef a insisté pour en amener un autre. Park les calme et dit qu'ils ont un travail à faire, puis demande combien de temps il leur reste. Hugh dit qu'ils n'ont plus que 45 minutes, grâce à Kim qui est arrivé en retard. Ensuite, le chef dit qu'ils ne peuvent plus perdre de temps, et ils doivent entrer et finir avant d'être critiqués à nouveau. Ensuite, il remet à Kim l'équipement qu'il est censé utiliser. Le protagoniste voit qu'avec la combinaison de protection, il y a un masque à gaz. Park demande s'il y a un problème. Kim dit non. Mais en réalité, il n'a aucune idée de ce que fait réellement un concierge de donjon. Loin de là, à l'association de gestion des dimensions surnaturelles de la République de Corée. L'installation est gérée par 4 équipes principales. L'équipe de contrôle surveille l'état d'apparition des donjons et recueille des informations. L'équipe de soutien aux chasseurs produit et entretient des armes et des objets tout en soutenant les opérations générales sur le terrain. Il y a aussi l'équipe des opérations, un groupe de chasseurs qui élimine les monstres dans les donjons. Et enfin, l'équipe de nettoyage dont la fonction était complètement inconnue de Kim, et il a dû apprendre le rôle du concierge à la dure. En entrant, le chef dit qu'ils doivent aller dans la salle du boss. Mais quand il voit Kim s'éloigner seul, Park lui dit que c'est dangereux. Le protagoniste se souvient que Park lui-même a dit qu'il devrait se diriger vers la salle du boss. Park confirme, mais dit qu'ils devraient y aller ensemble par l'autre côté. Cependant, le protagoniste insiste sur le fait qu'il se dirige dans la mauvaise direction et pointe vers la porte de la salle du boss. Les autres ne comprennent pas tout à fait ce que dit Kim. Même Moon So-yeon dit que s'il ne veut pas continuer, ils devraient simplement le dire parce qu'ils ne peuvent pas perdre plus de temps et n'ont pas besoin de quelqu'un qui les ralentit. Han Sang-Yeok leur dit d'ignorer Kim et de passer à autre chose. Avant de partir, il montre au protagoniste la carte donnée par l'équipe de contrôle et lui dit de voir la salle du boss de ses propres yeux. Le protagoniste sait qu'un donjon dégagé est cartographié par les chasseurs affectés à l'opération, donc la carte est considérée comme fiable parmi eux. Même ainsi, il affirme que la carte est fausse et marche dans la bonne direction. Kim pense qu'il a à peine interagi avec l'équipe de contrôle auparavant et réalise maintenant qu'ils ne font pas correctement leur travail. Han Sang est extrêmement irrité par Kim, et le chef d'équipe demande comment le protagoniste peut être si sûr qu'il se dirige dans la bonne direction. Kim dit que ce n'est pas une question de confiance. Il déclare qu'il sait qui était responsable du nettoyage du donjon.
Park ne comprend pas tout à fait ce qu'il veut dire. Mais pour le protagoniste, cela n'a pas d'importance, car il sait que même s'il dit la vérité, il ne le croirait pas. Alors il change de sujet et demande simplement au reste de l'équipe de passer à autre chose. Le chef est le seul qui fait confiance au protagoniste puisque les autres se méfient constamment de lui. Alors qu'il marche, Kim demande pourquoi ils n'ont que 45 minutes. Park dit que c'est la limite de temps avant la fermeture du donjon. Kim n'avait jamais entendu parler de cela auparavant car il savait seulement que tous les donjons disparaissent naturellement environ 2 heures après avoir été nettoyés. Les chasseurs ne s'en soucient généralement pas car ils quittent le donjon juste après l'avoir terminé, et l'équipe de nettoyage entre peu de temps après. Il demande ensuite si le nettoyage est vraiment nécessaire, si le donjon va disparaître de toute façon. Park répond qu'un donjon dégagé ne disparaît pas, il devient simplement dormant, puis les monstres finissent par réapparaître plus tard. Donc, si le donjon rouvre avec des corps empilés, ce serait un problème grave car cela facilite la perte des chasseurs. Et le gaz naturel libéré par la décomposition des monstres est extrêmement mortel pour les humains. Et s'il y a des corps éparpillés, cela restreint les actions du chasseur affectant directement la fin du donjon. En d'autres termes, Park dit que le travail du concierge est d'aider les chasseurs à se concentrer sur le nettoyage du donjon paisiblement. Il dit qu'il est fier de son travail car sans les concierges, il n'y aurait pas de chasseurs. Mais dans son esprit, Kim pense que c'est un non-sens total. Park dit qu'en plus du nettoyage, ils sauvent parfois même des chasseurs car ils sont également responsables de ne laisser aucune information derrière. Kim pense qu'il n'a jamais entendu parler d'un chasseur sauvé par des concierges, mais il convient que le travail de nettoyage n'est pas aussi inutile qu'il le pensait. Après avoir marché un peu, ils atteignent une porte, et Hansan dit que selon la carte, c'est la salle du boss. Mais dès qu'il essaie d'ouvrir la porte, il trouve une chambre vide et reste sans voix pour s'être trompé. Le protagoniste dit qu'il a essayé de les avertir, ce qui laisse Hansan Yuk encore plus confus. Il demande au chef ce qu'ils vont faire maintenant. Park demande combien de temps il reste avant la limite. Hansan Yuk dit qu'il reste 22 minutes. Alors le chef dit que cela devrait suffire, et tout le monde accepte de continuer. Kim demande s'ils sont sérieux. Le chef dit oui. Après tout, leur devoir est de nettoyer le donjon tant qu'il y a encore du temps. Kim dit qu'il faut entre 1 semaine et 1 an pour qu'un donjon réapparaisse, donc s'ils se retrouvent piégés ici, ils ne survivront pas. Mais cela ne semble pas effrayer le chef d'équipe. Kim dit qu'ils doivent être fous, risquant leur vie juste pour faire du travail de concierge. Park dit que ça a toujours été comme ça, et ça le sera toujours. Hansan Hak dit que si Kim veut partir, il est libre de le faire. Il ne s'attendait de toute façon à rien de lui. Il dit aussi que ce doit être la première fois que Kim est dans un donjon, et que pour lui, le nettoyage ne signifie rien. Même Moon So-yeon regarde le protagoniste avec dédain, et il est laissé seul, ne sachant pas quoi faire. Pendant ce temps, Kim pense qu'en 15 ans en tant que chasseur, il n'a jamais échoué à une mission, et en conséquence, a atteint le numéro 1 du classement mondial. Il affirme donc que personne ne peut mal parler de sa carrière dans les donjons. Être méprisé par les concierges l'enrage. C'est pourquoi il décide de montrer ses connaissances et dit qu'il y a un petit passage vers la salle du boss. Han Sang-yek dit que Kim dit encore des bêtises, mais le protagoniste dit à tout le monde de se taire et d'écouter. Il déclare que la distance jusqu'à la salle du boss est d'environ 500 mètres, mais s'ils prennent le chemin le plus court, cela ne prendra que 8 minutes, voire moins. Puis il dit aux autres de le suivre ou de partir. Bientôt, le protagoniste commence à courir, et le groupe le suit à travers les couloirs jusqu'à ce qu'ils atteignent peu après l'endroit que Kim prétendait être l'entrée de la salle du boss. Tout le groupe est surpris car ils voient de leurs propres yeux que Kim avait raison depuis le début, car dans la pièce, se trouve le corps du mille-pattes. En regardant l'état de la pièce, Kim déduit que la bataille a été intense. En supposant que c'était une équipe de 20 personnes, les pertes doivent avoir été d'environ 5 ou 6 personnes, mais ils ont quand même réussi à trouver le point clé. La faiblesse de cet ennemi est le point creux sur son front juste au-dessus du menton massif. Han Sang-yek dit qu'ils n'ont pas beaucoup de temps et qu'ils devraient commencer tout de suite. Cependant, le protagoniste l'empêche de continuer, ce qui laisse Han très confus. Alors le mille-pattes, qui semblait mort, se relève et est sur le point d'attaquer l'équipe de nettoyage. Tout le monde a peur. Après tout, le monstre n'était pas censé être encore en vie. Kim, d'un autre côté, ne peut que penser que cela rend son travail encore plus difficile. Le protagoniste a déjà fait face à de nombreux dangers de ce genre, mais cette fois, il est sans ses capacités. Pourtant, à sa grande surprise, au lieu d'attaquer, le mille-pattes s'effondre à nouveau mort. Il réalise que ce n'était rien de plus qu'un dernier souffle et blâme l'équipe des opérations de ne pas avoir vérifié correctement. Ham Hui-jang dit que ce doit être la première fois que Kim voit un boss, alors il lui dit de reculer. Il dit que Kim s'est figé, mais que ça va maintenant, et qu'il devrait laisser le travail aux autres. Le protagoniste est profondément irrité d'être sous-estimé, alors il prend simplement le couteau de la main de Ham Hui-jang et dit qu'il fera le travail. Kim dit que Ham Hui-jang ne serait pas capable de démanteler la mille-pattes, affirmant que s'il essaie de couper sans savoir quoi faire, il finira par se casser le poignet. Il explique que le couteau ne s'insère que dans les segments 3, 6 et 12, et ne va nulle part ailleurs, donc il ne devrait même pas perdre de temps à essayer autrement. Kim remarque que les nerfs du monstre réagissent encore,
mais leur dit de l'ignorer si la mille pattes se contracte pendant qu'on la coupe. Le niveau de connaissance détaillé que Kim affiche laisse les autres sans voix jusqu'à ce qu'ils demandent s'ils vont juste rester là à regarder ou aider. Kim leur dit tous les détails qu'ils doivent savoir, mais est également très strict sur la procédure. Han Sang-yeok suppose que Kim doit en savoir autant parce que le chef lui a donné le fichier de contrôle, mais Park dit qu'il n'est pas responsable de cela. Alors Han Sang-yeok dit, il est impossible que quelqu'un en sache autant sans ces fichiers, mais Park répond que cette information n'est même pas dans les fichiers, et que ce n'est pas de là que Kim a tiré toutes ses connaissances. Alors Han Sang-yeok demande comment il en sait autant, mais Park ne sait pas comment répondre. Pendant ce temps, la compétence passive de Kim pour l'obsession du nettoyage s'active. Avec cela, le protagoniste travaille intensément. Et peu de temps après, avec l'aide de l'équipe, il finit de démanteler la mille pattes. Alors Kim se sent étrangement comblé. Bien qu'il se demande pourquoi, de toute façon, le chef loue la performance du protagoniste, ce qui met Han Sang-yeok en rage de jalousie. Moon So-yeon dit que non seulement il a été d'une grande aide, mais qu'il a pratiquement tout fait lui-même. Mais Kim pense qu'il n'y a pas besoin de tout ce tralala puisqu'il a juste fait son travail. Le chef dit qu'il est temps de conclure puisqu'il ne reste que 5 minutes avant la fermeture, ce qui est suffisant pour sortir. Alors il commence à se diriger vers la sortie, et Park dit que ça s'est passé plus facilement que prévu, grâce à Kim. Jusqu'à ce que le protagoniste remarque qu'un des sacs poubelles s'est déchiré et que du sang a coulé sur son pied. Park demande s'il a vraiment marché dessus après qu'on lui ait dit de faire attention. Mais Kim dit que ce n'est rien et demande juste à tout le monde de reculer. Le protagoniste sait que ce sang est collant comme de la colle, et même un chasseur expérimenté peut se coincer s'il est négligent. Cependant, le sang est faible contre la chaleur, donc il croit qu'il peut facilement le faire fondre avec sa capacité de feu. Mais au moment où il essaie d'utiliser la compétence, son système lui rappelle que tous ses anciens pouvoirs sont actuellement bloqués, et Kim se retrouve à ne pas savoir quoi faire. Park dit alors aux autres d'apporter une corde. Ils vont essayer de sortir Kim. Alors ils attachent le protagoniste, et tout le monde tire ensemble. Malgré cela, Kim ne bouge pas d'un pouce, car le sang est vraiment collé à son pied. Ils essaient de se dépêcher car il reste moins d'une minute avant la fermeture du donjon. Quand cela échoue, Park dit à Kim d'enlever ses vêtements, mais Moon So-yeon leur rappelle que le niveau de gaz est extrêmement élevé et que cela pourrait être dangereux. Park, cependant, dit que si Kim ne le fait pas, ils seront tous piégés. Le protagoniste se demande pourquoi il a dit cela puisqu'il est le seul coincé et ne comprend pas pourquoi tout le monde serait piégé aussi. Il pense que même les lézards coupent leur propre queue pour survivre, donc dans cette situation, ils devraient abandonner la cause. Alors il se demande, sont-ils moins intelligents que les lézards? Pendant ce temps, le chef dit que ça ne marche pas et dit à tout le monde de partir parce que ceux qui peuvent survivre ne devraient pas mourir. Son équipe ne veut pas l'abandonner, mais Park insiste pour qu'ils partent, affirmant que c'est un ordre. Ils savent qu'il ne reste que 10 secondes, alors ils obéissent au chef et se dirigent vers la sortie. Park va vers Kim et l'aide à enlever ses vêtements. Les deux parviennent à se déplacer plus vite ensemble. De cette façon, le protagoniste est capable de se libérer, et pratiquement pieds nus, il court vers la sortie. Les autres sortent en premier et attendent anxieusement que le chef revienne jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 secondes. Park et Kim courent vers la sortie comme s'ils poursuivaient la lumière au bout du tunnel et à la dernière seconde avant la fermeture du donjon. Tout le groupe qui retenait son souffle soupire de soulagement alors que les deux parviennent à s'échapper à temps. Ils sont heureux de voir le chef d'équipe sain et sauf, et Park est satisfait du soutien qu'il reçoit de son équipe. Pendant ce temps, Kim est secoué, réalisant qu'il a failli mourir dans un donjon sans monstre en nettoyant. Park aide Kim à se relever et dit que le niveau de gaz était plus bas qu'il ne le pensait, donc ils s'en sont bien sortis. Il dit aussi que pour une première fois dans un donjon, Kim s'est plutôt bien débrouillé. Après cela, il dit que ce n'était que le premier donjon de la journée, et qu'ils ne font que commencer. Kim, choqué, demande combien de donjons il reste. Park répond qu'il en reste encore 5. Immédiatement, le protagoniste tombe dans le désespoir. Il y a 8 équipes d'opération juste dans la branche de Séoul et 96 équipes à travers le pays, y compris les pigistes non liés à l'association. Il y a environ 11 000 chasseurs enregistrés en Corée. Mais d'un autre côté, il n'y a que 5 équipes de nettoyage de donjons, un total de 25 personnes. Chaque équipe doit nettoyer environ 3 à 4 donjons par jour. Et s'ils n'ont pas de chance, ils en nettoieront plus de 5. Et aujourd'hui est un jour de malchance pour Kim et son groupe. Après leur service, Park dit que puisque c'était un jour de malchance, ils devraient tous dîner ensemble. Et puisque la différence de salaire n'est pas si grande, ils devraient partager l'addition. Alors il demande si Kim vient dîner avec eux aussi, parce qu'il vaut mieux décider maintenant. Tout le monde a faim, mais le protagoniste dit qu'il ne vient pas, ce qui surprend tout le monde. Kim pense qu'il doit travailler avec eux, mais il ne veut pas nouer d'amitié. Alors Park dit que s'il ne veut pas, il n'est pas obligé. Le protagoniste se sent un peu mal à l'aise, mais finit par rentrer chez lui seul. Avant cela, Moon So-yeon complimente le travail de Kim et lui dit de rentrer chez lui en toute sécurité. Kim maintient sa posture froide et calculatrice et s'éloigne. Plus tard, il pense que ce n'est pas Park qui l'a tué dans sa vie passée. Il ne semble pas assez froid pour tuer quelqu'un par pur ressentiment. Le mettant de côté, le protagoniste essaie de penser à quelqu'un qui pourrait vouloir se venger de lui.
Il se souvient de la recrue de son équipe qui le maudissait toujours, de son ex-petite amie qui a presque mis fin à ses jours après leur rupture, et d'un certain membre de l'équipe de contrôle. Ils étaient toujours en désaccord, alors Kim se demande pourquoi tant de gens le détestaient. Mais il conclut que tout cela n'a plus d'importance maintenant parce que dans cette vie, celui qui l'a tué doit être un parfait inconnu. En fin de compte, s'il veut se venger de celui qui l'a tué, il doit se débarrasser de son karma actuel et revenir à sa vie passée. Pour ce faire, il sait qu'il doit devenir le secrétaire général de l'association internationale. Alors il pense que s'il avait encore ses capacités, il trouverait un moyen de rejoindre l'équipe de contrôle jusqu'à ce qu'il ait soudain une idée et ouvre sa fenêtre de système. Kim réalise qu'il n'a pas vérifié toutes les informations ce matin-là et remarque seulement maintenant qu'il y a une condition pour débloquer ses capacités. Dans ce cas, il n'y a aucune raison de continuer à travailler comme concierge. Mais quand il regarde les conditions, il réalise qu'elles sont toutes liées au travail de nettoyage. Cela le met en fureur, et il se demande s'il n'y a pas d'autre moyen de résoudre ce problème. Kim écrase une bouteille de frustration et dit que le système veut que l'équipe de nettoyage soit l'air qu'il respire. Alors qu'il regarde autour de sa chambre, il se souvient du désordre qu'elle est, et involontairement, il active la capacité passive d'obsession du nettoyage. En conséquence, il finit par nettoyer toute la pièce et n'a même pas une nuit complète de repos puisque toute son attention est sur le nettoyage. Sans s'en rendre compte, il remplit une condition qui nécessitait une journée complète de travail, ce qui permet à sa capacité de Hyper Boost d'être débloquée. Le protagoniste pense que cela fait déjà une semaine qu'il a commencé à prendre un bus bondé et dégoûtant tous les matins et qu'il a commencé à nettoyer des donjons. Pendant cette période, il a nettoyé 25 donjons. Selon ses calculs, il a déjà utilisé 60 litres de javel et démantelé 30 monstres. Cela a fini par débloquer certaines de ses anciennes capacités. L'une d'elles s'appelle Hyper Boost, qui permet à l'utilisateur de se déplacer plus vite. Mais elle n'est utile que lorsqu'elle est combinée avec des compétences offensives. Étant donné que la condition ne s'active que pendant le combat, la capacité ne peut même pas être utilisée pour l'entraînement. Essayant de rester positif, Kim conclut que c'est mieux que rien. Honnêtement, un salaire minimum annuel de 60 millions et être la profession préférée numéro 1 sont des choses impossibles à atteindre. Il pense que concierge de donjon est le métier le plus extrême de cette époque. Cependant, il existe également des conditions relativement faciles, mais elles sont un peu abstraites. Ce qui est particulièrement facile, c'est d'accroître l'intérêt de l'association. Kim pense que s'il était encore l'ancien chasseur de rang SS, coopérer au nettoyage des donjons et fournir des informations relatives aux 10 prochaines années ferait monter en flèche l'intérêt de l'association d'un seul coup. Mais maintenant, cela ne serait pas possible puisqu'il ne croirait pas la parole d'un simple concierge de donjon. Avec cela, le protagoniste envisage la possibilité de contacter son ancienne équipe et d'essayer d'abord de construire une relation de confiance. Cependant, il sait qu'il y a plus de 10 000 chasseurs en Corée, et il ne serait pas facile de retrouver ses anciens coéquipiers. Contrairement à sa vie passée, le protagoniste est maintenant un simple citoyen. Et comme tout le monde, il ne peut pas se permettre de se perdre dans ses pensées. Sinon, il manquera son arrêt de bus comme il vient de le faire. Après un certain temps, il parvient à arriver sur le site du prochain donjon, mais il ne voit que 2 membres de son équipe et demande où sont les autres. Han Sang-hyuk dit qu'il n'avait plus de produits de nettoyage et que le chef est allé en acheter plus, tandis que Hui-jang a pris un congé pour des raisons personnelles. Le protagoniste dit qu'ils auraient dû commencer le travail il y a 10 minutes et demande pourquoi Park n'est allé acheter du matériel que maintenant. Avec toutes les questions, Han Sang-hyuk demande pourquoi Kim est arrivé en retard. Il répond qu'il a manqué l'arrêt de bus. Han Sang-hyuk se met à rire, mais dit qu'il a apporté du café, et qu'il devrait boire en attendant le retour du chef. Kim commence à remarquer que l'attitude de Han Sang-hyuk est presque angélique comparée à leur premier jour de travail. Le fait qu'il n'ait pas encore abandonné dépasse les propres attentes de Kim. Après cela, il suggère qu'ils entrent déjà dans le donjon, mais Han Sang-hyuk dit que les chasseurs n'ont pas encore fini. Lorsque le protagoniste s'approche de l'entrée, il se rend compte que ce n'est pas le donjon qu'il a nettoyé dans sa vie passée, mais il le reconnaît comme étant au plus un donjon de niveau intermédiaire bleu. Ce n'est donc pas le genre de donjon où les gens dépassent généralement le temps imparti, et il se demande pourquoi les chasseurs ont des problèmes à l'intérieur. Il pense que ce n'est pas comme s'ils pouvaient entrer pour aider, alors il se dit qu'il doit juste attendre. Mais il ne tarde pas à se rendre compte que penser ainsi était une erreur, car 30 minutes passent et ils n'ont toujours pas fini, ce qui met le protagoniste en furie. Au milieu de cette crise de rage, les chasseurs commencent à sortir. Kim remarque qu'ils sont tous classés D, et que ce n'est qu'un donjon bleu, mais ils sortent complètement épuisés. Alors il dit qu'ils ne valent pas le salaire qu'ils gagnent, mais son collègue dit à Kim de se calmer car il pourrait entendre. Cependant, quelque chose attire l'attention du protagoniste. Il voit un visage familier sortir du donjon. Le visage de cette femme est indubitable. De longs cheveux noirs, des traits impeccables comme ceux d'une actrice. C'est définitivement Kim Min-joo. Elle était autrefois une subordonnée directe de l'équipe du protagoniste, mais il se demande pourquoi elle est là. Min-joo remarque un des concierges qui la fixe, alors elle s'approche et lui demande s'il a un problème avec elle. Le protagoniste dit que non, mais dans ses pensées, il se demande pourquoi il a dû la croiser ici. Il avait pensé à contacter son ancienne équipe,
mais maintenant il pense que Minju devra être une exception. Parce que dans sa vie passée, elle le détestait sans raison justifiable. Quand elle a suggéré qu'il n'y avait pas d'autre choix que pour elle de prendre sa retraite à cause d'une blessure, Minju a offensé Kim d'innombrables fois. Elle ne s'est même pas rendu compte que Kim disait ça pour son propre bien. Sa fierté était trop élevée même si ses compétences n'étaient pas mauvaises. Moon So-yeon interrompt ses pensées et demande si Kim connaît ce chasseur puisqu'il la fixait. Kim répond qu'il ne la connaît pas. Il pensait juste qu'elle ressemblait à quelqu'un qu'il connaît. So-yin comprend, mais dit que son expression envers le chasseur semblait plutôt menaçante. Elle a immédiatement pensé que c'était peut-être une ex-petite amie. Agacé, le protagoniste demande de quoi elle parle, mais Moon So-yin dit que c'était juste une blague. Au milieu de tout ça, Park arrive et demande ce qui s'est passé pour que l'ambiance devienne si tendue. Le protagoniste dit que ce n'est rien, mais Anne s'en coupe, disant que Kim vient de croiser son ex. Super irrité, le protagoniste dit simplement qu'il devrait juste retourner au travail. Maintenant, dans un donjon gris-bleu sur un terrain civil, il est à la hauteur de son nom car c'est un donjon créé à partir de bâtiments. Han Sang-yek demande si Kim a étudié ce donjon auparavant. Il dit que non et c'est seulement que le boss est un monstre humanoïde. Au cours des dernières semaines, il a été bombardé de questions en raison de sa vaste connaissance des donjons, et le protagoniste les a toutes esquivées. Le boss dit que ce donjon ressemble à un terrain civil, et les restes de monstres ne sont pas très visibles. Il est donc préférable de s'assurer de nettoyer chaque coin et recoin à fond, en particulier le sang qui a tendance à s'accumuler sous les escaliers. Il dit qu'ils doivent y prêter une attention particulière. Park laisse les autres près de l'entrée et dit au protagoniste de le suivre jusqu'à la salle du boss. Il marche un peu à travers le donjon jusqu'à ce que le boss voit un corps et dise qu'il n'aime vraiment pas les humanoïdes car ils ressemblent à des cadavres humains, et que c'est grotesque. Kim voit qu'en avant, il y a le cadavre d'un monstre appelé Vega, qui semble être une femme d'environ 1,70 m de haut. Park dit qu'ils peuvent l'éliminer sans démembrer, surtout que faire ça est inconfortable. Puis il regarde Kim et lui demande pourquoi il est absent. Le protagoniste remarque quelque chose d'étrange, mais dit que ce n'est rien. Il se souvient que Vega n'est pas particulièrement dangereuse. Et tant qu'on est conscient de ses mouvements rapides, elle n'est pas difficile à vaincre. Mais il se demande si Minju a eu des problèmes. Il sait qu'à cette époque, elle devrait être classée B, et bien que ce ne soit pas la plus forte, les classeurs B sont encore assez puissants. Si ce n'était pas le fait que Minju s'est blessée dans sa vie passée, elle aurait eu le potentiel d'atteindre le rang S. Ses compétences à l'épée en particulier étaient même meilleures que celles du protagoniste à cette époque. Même si leur relation n'était pas bonne, il sait comment le reconnaître. Et il pense que le Minju qu'il connaissait n'aurait jamais eu de problème avec un boss gris-bleu. Cependant, le protagoniste croit qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre maintenant. Et il imagine même qu'il ne la reverra plus jamais jusqu'à ce qu'il voit des cicatrices d'épée sur le corps et ressente une sensation étrange. Bientôt, une question majeure lui traverse l'esprit. Après une longue journée de travail, à 5 heures du matin le lendemain, l'équipe de nettoyage est de nouveau appelée. Kim pense qu'ils n'ont pas eu de chance 3 jours de suite et n'ont réussi à dormir que 2 heures avant d'être de nouveau convoqués. Il pense que même quand il était chasseur, il n'a jamais eu un emploi du temps aussi serré. Et pour aggraver les choses, les chasseurs n'étaient même pas encore sortis du donjon. Tout le groupe se plaint de ça, mais le boss dit que tant que les chasseurs ne partent pas, ils ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre. Cela fait déjà 1 heure après leur prévu, donc tout le monde est irrité. Alors le protagoniste regarde Moon So-yeon et dit qu'elle a l'air vraiment fatiguée. So-yeon dit qu'elle va bien et prétend qu'elle a toujours été pleine d'énergie. Quoi qu'il en soit, Kim lui dit de se ménager car il peut voir l'épuisement sur son visage. Alors les chasseurs commencent à sortir. Et au milieu d'eux, Kim Minju apparaît. Le protagoniste ne s'attendait pas à la revoir. Il pense qu'il y a tellement de donjons et tellement de chasseurs. Alors pourquoi continue-t-il à se croiser? Alors les deux se regardent. Le protagoniste le remarque et essaie de faire comme si de rien n'était. Pas seulement lui, mais Minju semble aussi dérangée. Elle dit alors à Kim de ne pas se mettre en travers de son chemin. Le protagoniste la traite immédiatement de gamine impolie. Mais alors qu'il regarde Minju s'éloigner, il se souvient du cadavre de plus tôt, et il se demande s'il devrait le dire à Minju. Kim hésite parce qu'il ne veut pas se soucier de ça. Le simple fait de penser à son passé lui fait bouillir le sang. Un flashback montre que dans le passé, Kim lui a rendu visite à l'hôpital juste au moment où Kim Minju s'est blessé. Quand il est arrivé, Kim pensait qu'en tant que supérieure, elle devrait se lever pour l'accueillir, mais a quand même demandé comment se passait son rétablissement. Minju a dit qu'elle n'était pas trop sûre et qu'elle venait de subir une opération. Kim a immédiatement demandé comment quelqu'un qui utilise une épée pouvait ignorer une inflammation musculaire et la laisser se détériorer. Il a également dit qu'elle aurait dû mieux utiliser sa main gauche et a affirmé que le fait de compter aveuglément sur un seul bras était ce qui avait détruit son épaule. À son tour, Minju a demandé pourquoi il n'avait pas dit ça plus tôt. Le protagoniste a rapidement dit qu'elle ne disait ça que parce qu'elle regrettait d'avoir laissé les choses en arriver là et a affirmé que dans cet état, elle ne pouvait plus être une chasseuse. Il lui a tendu une lettre de démission à signer, déclarant que l'avis de l'association était unanime. Kim a dit que si elle se forçait, même une routine normale deviendrait difficile. Par conséquent, ses jours en tant que chasseuse étaient terminés.
Minju a dit que ce n'était rien et a fait valoir que son chef savait très bien pourquoi elle voulait être une chasseuse. Le protagoniste a dit que dans son état actuel, Minju ne serait qu'un fardeau pour l'équipe. En outre, la décision avait déjà été prise, et elle n'avait qu'à s'y conformer. Il a aussi dit qu'elle aurait dû les informer qu'elle avait mal. En se taisant, le problème avait empiré. Agacée, Minju a dit qu'elle les avait avertis plusieurs fois. Et quand elle a dit qu'elle demanderait un bilan complet à l'équipe de soutien, Kim lui a dit que tout le monde avait mal et qu'elle devait arrêter de se plaindre et se remettre au travail. Elle a ensuite affirmé que la raison pour laquelle elle avait continué malgré la douleur était précisément à cause de son chef, celui-là même qui la forçait maintenant à prendre sa retraite. Cependant, le protagoniste a craqué et a dit que ce n'était pas de sa faute, affirmant qu'elle aurait dû mieux prendre soin de son propre corps et consulter un médecin, et ne pas retourner au travail juste parce que quelqu'un lui avait dit de le faire. Quoi qu'il en soit, Minju a dit qu'elle serait capable de reprendre le travail après quelques jours de physiothérapie. Kim a dit qu'il était impatient et qu'une épéiste avec une épaule endommagée était inutile. Il a dit qu'un parasite comme ça avait sa place dans l'équipe de nettoyage. Après avoir entendu cela, Minju a demandé si son chef l'avait jamais considérée comme une compagne. Parce que maintenant, elle croyait qu'elle n'avait jamais été qu'un outil pour lui, un outil qu'on jetait maintenant qu'elle n'était plus utile. Le protagoniste a dit qu'il ne l'avait jamais aimée de toute façon, et qu'en tant que supérieure, elle devait faire preuve de plus de respect. Après tout, il n'était jamais clément avec personne. Minju a dit qu'elle n'avait jamais aimé Kim non plus précisément parce qu'il traitait tout le monde avec mépris. À son tour, Kim a dit qu'il se fichait de savoir où elle allait ou ce qu'elle disait. Il ne voulait juste plus d'elle dans son équipe. Poussé à bout, Minju l'a giflé, disant à Kim de n'être une meilleure personne dans sa prochaine vie. De retour dans le présent, Kim repense à cela et réalise qu'il était vraiment un crétin à l'époque, et ne se souvient même pas si elle s'était réellement plainte de la douleur avant l'opération. Se connaissant lui-même, Kim suppose qu'il pensait probablement que Minju simulait une maladie pour éviter de travailler, c'est pourquoi il a ignoré ses plaintes. Il en conclut que sans la blessure, elle serait devenue une grande chasseuse. Mais maintenant, il remarque que Minju semble avoir à nouveau mal, et pense qu'il est peut-être encore temps pour elle de recevoir un traitement approprié. Cependant, il ne veut pas s'en mêler. Mais sa conscience le pèse, et il décide de revenir en arrière. Alors il appelle Minju et lui dit d'augmenter la force de préhension dans sa main gauche. Mais pour Minju, cela sonne vraiment bizarre, et elle ne comprend pas ce que Kim voulait dire. Le protagoniste continue en affirmant que lorsqu'elle tient l'épée, elle n'applique de la force qu'avec sa main droite, ce qui exerce beaucoup de pression sur son épaule. Même si elle peut attaquer rapidement comme elle le fait maintenant, son épaule droite sera bientôt surchargée. C'est pourquoi elle devrait utiliser sa main gauche pour le soutien et réduire le poids sur son corps. Plus important encore, une fois qu'elle aura trouvé l'équilibre entre les deux mains, elle deviendra encore plus forte. Minju écoute tout cela et ne sait même pas comment répondre. C'est une situation très inhabituelle, et elle se demande ce qu'un nettoyeur pourrait bien savoir sur le combat. Quoi qu'il en soit, Kim entre dans le donjon et dit qu'elle est une chasseuse intelligente et qu'elle saura quoi faire. Il lui conseille de demander un examen à l'équipe de soutien. Le lendemain, Minju décide d'aller voir un médecin. Et après avoir été examiné, le médecin dit que le problème aurait pu être beaucoup plus grave s'il n'avait pas été traité à temps. Cela l'a beaucoup surprise car Minju ne croyait pas vraiment les paroles de cet étranger. Le médecin dit que son épaule est enflammée. Ce n'est rien de trop grave, mais si cela avait été négligé, cela aurait pu se transformer en un problème majeur. Il dit qu'il prescrira des médicaments, mais insiste sur le fait que la correction de sa posture est la chose la plus importante. Avec cela, Minju se souvient que le concierge a dit exactement la même chose, et elle se demande comment il savait cela. De retour avec l'équipe de nettoyage, il termine une autre journée de dur labeur jusqu'à ce que Han Sang-hyuk appelle Kim, mais le protagoniste dit qu'il est fatigué et pas d'humeur pour des bavardages inutiles. Mais Han Sang-hyuk demande comment il pourrait faire attendre son ex-petite amie qu'il ait fini de travailler si tard. Minju était allé au donjon pour lui parler, mais Kim met du temps à le comprendre et se demande ce qu'elle fait là. Kim demande pourquoi Minju est là à cette heure. Son groupe est assez surpris. Le patron dit de leur laisser de l'espace et s'éloigne avec les autres, laissant Han Sang-hyuk jaloux. Le protagoniste demande alors ce que Minju veut, disant qu'il doit se dépêcher et prendre le dernier bus. Sans dire un mot, Minju pointe simplement son épée sur lui, puis elle demande comment il connaissait sa blessure. Kim sent le danger et essaie de trouver une réponse qui ne le fera pas tuer. Minju exige une réponse et dit au concierge de ne pas faire semblant de ne pas savoir de quoi elle parle. Ensuite, le protagoniste réalise qu'elle est effectivement allée faire un examen médical, mais essaie d'esquiver la situation, affirmant qu'il avait juste imaginé qu'elle avait des problèmes, et qu'il voulait seulement lui donner quelques conseils basés sur des choses qu'il avait vues sur Internet. N'y croyant pas, Ninjo dit que sa technique est gardée strictement confidentielle et n'est nulle part en ligne, pourtant le concierge semblait la connaître en détail. Alors comment? Kim réalise qu'il en a trop dit et semble maintenant suspect. Il sait que la technique de Minju est en effet spéciale et peu connue. Ce n'est pas quelque chose qu'un simple nettoyeur de donjon connaîtrait. Et si cela continue, il sera signalé à l'association pour suspicion d'espionnage. Alors il dit qu'il a vu des marques d'épée sur le cadavre du monstre. Parmi les nombreuses cicatrices, quelque chose s'est démarqué.
Les blessures ressemblaient à celles faites par quelqu'un qui applique la force avec sa main droite, mais les techniques de suivi étaient superficielles. Il a rapidement réalisé que les blessures avaient été faites par une épéiste avec peu de force dans sa main gauche. Vega est rapide mais pas forte, elle ne représente donc